Nous allons avoir le plaisir d'écouter en introduction Philippe Barba qui va, parce qu'il faut commencer par le début, nous parler de la formation des jeunes conservateurs et leur rapport avec la recherche. Merci beaucoup Alice. Merci de m'avoir convié à présenter les activités des élèves de l'Institut national du patrimoine de la spécialité musée. Je vais vous parler exclusivement de cette spécialité aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a d'autres spécialités de conservateurs du patrimoine formés à l'INP, mais je me suis concentré sur cette spécialité-là aujourd'hui. Alors, on va évidemment, par rapport à l'intervention de monsieur le professeur, changer un peu d'univers, puisque l'INP, et ce sera le point de départ de mon intervention, est une école d'application, c'est-à-dire une école, comme il en existe d'ailleurs un certain nombre dans le système d'enseignement supérieur français, qui a pour objectif finalement de prendre des étudiants brillants, il faut bien le reconnaître, sélectionnés par des concours extrêmement difficiles, et pendant une durée de 18 mois, en l'occurrence pour l'INP, de les familiariser d'une manière la plus approfondie possible avec la réalité de la vie professionnelle qu'ils vont trouver à l'issue de leur scolarité. Et de cette école qui répond à un modèle français d'enseignement supérieur assez courant, découle un certain nombre de conséquences par rapport au rapport qu'a l'école avec l'univers de la recherche. Quelques éléments factuels. D'une part, l'INP est placée sous la tutelle exclusive du ministère de la Culture et de la Communication et n'est donc pas placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il n'y a pas à l'INP, du moins du côté des conservateurs, de corps de professeurs ou de maîtres de conférences en université. Nous avons recours à des enseignants qui sont des personnes venant sur des vacations, et il peut donc se produire qu'évidemment ces personnes soient également des universitaires, mais ça n'est pas le critère de choix. Le critère de choix des intervenants est leur connaissance du monde des musées et plus généralement du monde professionnel du patrimoine. Et puis enfin, et j'allais dire surtout, à l'issue de leurs 18 mois de formation, nos étudiants de l'INP ne se voient pas délivrer un grade universitaire, mais un diplôme de conservateur du patrimoine que j'ai l'honneur de signer, donc j'espère que ça leur fait très plaisir. Mais ça n'est en tout cas pas un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance universitaire quelconque. Et en réalité, comme vous le savez, dans le système français, ce qui fait le conservateur du patrimoine, ça n'est pas un grade universitaire, ni même d'ailleurs d'une certaine manière l'obtention de ce diplôme, c'est sa titularisation dans un cadre d'emploi ou dans un corps de conservateur. Alors, à partir de ces prémices, on pourrait être assez inquiet sur la place que l'Institut national du patrimoine accorde à la recherche de ses étudiants. Mais pourtant, il me paraît essentiel, à la fois en tant que directeur de cette institution et en tant qu'ancien élève et qu'ancien conservateur, de dire que, évidemment, l'INP ne peut pas, loin de là, se désintéresser de cette question de la recherche pour la bonne raison qu'elle me paraît tout simplement indispensable à l'exercice du métier de conservateur, et que je ne vois pas comment on peut être conservateur autrement que par la capacité à analyser, à mettre en valeur une collection pour les conservateurs de musées, un fonds pour les conservateurs d'archives, un monument pour les conservateurs de monuments historiques, ou un territoire pour les conservateurs de monuments historiques ou les archéologues également. Donc c'est au fond cet objectif difficile à équilibrer, qui est sans cesse la tension, on pourrait dire, qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de cette école, entre une formation qui vise à doter les conservateurs, les élèves conservateurs de capacités à savoir chercher, mais aussi à savoir gérer. Alors dans l'exposé que je vais vous présenter, je vais d'abord commencer par, je me suis livré pour notre journée un tout petit état des lieux sur la situation des élèves de l'INP de la spécialité musée au regard des grades universitaires. Ensuite, je vous décrirai ce qui se fait très concrètement à l'INP comme recherche pour les élèves conservateurs, de la spécialité musée en particulier. Et puis j'essaierai enfin de tracer quelques perspectives d'avenir. Alors s'agissant du premier point, quel est le profil scientifique finalement des élèves conservateurs de la spécialité musée qui arrivent à l'Institut national du patrimoine? Donc j'ai fait une petite étude sur la période 2011-2015, ce qui représente 4 promotions de conservateurs.
et 85 élèves. Alors évidemment, je dirais que ces grades universitaires ne recouvrent pas toute l'activité de recherche qui peut avoir été effectuée par ces étudiants avant leur entrée à l'école. Ils peuvent aussi avoir participé à des commissariats d'exposition, avoir rédigé des notices pour des catalogues d'exposition, etc., des articles. Mais malgré tout, ce point d'entrée me paraît intéressant. Et donc, il s'avère que sur les 85 étudiants considérés, 77% étaient titulaires d'un Master 2 à leur entrée à l'INP, 11% étaient titulaires d'un Master 1, 6% d'une thèse de l'École nationale des chartes et 6% d'une thèse de doctorat. Alors évidemment, c'est une période relativement courte qui d'ailleurs sur les 4 années considérées montre une grande constance. En fait, il n'y a pas d'évolution dans ces proportions sur la période considérée. Si on allait rechercher sur une période plus longue, peut-être qu'on trouverait plus d'évolution. Mais il n'en reste pas moins qu'il me semble qu'on peut en tirer quand même quelques petits enseignements. Le premier, c'est qu'il y a un profil très dominant autour du Master 2. Donc effectivement, la plupart des élèves de l'INP, 3 sur 4 de la spécialité musée, possèdent un Master 2 quand ils entrent dans l'école. 9 élèves sur 10 sont plus diplômés que le niveau requis pour passer le concours, qui est le niveau de la licence en fait. Donc effectivement, quasiment, tous ont un diplôme supérieur et même pour la plupart d'entre eux un diplôme bien supérieur, Master 2, thèse de l'École des chartes ou thèse de doctorat. Et donc, comme vous le voyez, il y a aussi seulement un étudiant sur 20 de l'INP qui a, en spécialité musée du moins, qui a une thèse de doctorat avant d'entrer dans l'école, ce qui doit quand même être rapproché du fait que la plupart ont moins de 30 ans et que donc il n'est pas très courant d'avoir achevé des travaux de ce type à cet âge-là, même si par ailleurs, si on considérait d'autres spécialités, notamment l'archéologie, on verrait beaucoup plus d'élèves docteurs. Alors, deuxième temps de mon intervention, que se passe-t-il lorsque ces étudiants ont franchi la porte de l'Institut national du patrimoine et donc étudient dans cette institution pendant 18 mois? Alors, je recourrais à 2 catégories, même si je me méfie un peu des catégorisations en termes de recherche, parce qu'il y a évidemment, et l'exposé de l'intervenant précédent l'a montré d'une manière extrêmement brillante, il y a évidemment une complémentarité entre toutes les activités de recherche. Mais pour l'intelligibilité de mon exposé, je distinguerai ce que j'appellerais la recherche appliquée à une collection et la recherche effectuée dans le cadre universitaire. Donc s'agissant de la première catégorie, la recherche appliquée à une collection, c'est un exercice qui est obligatoire pour l'ensemble des élèves de l'Institut national du patrimoine et qui fait l'objet d'une notation. C'est pour beaucoup de nos élèves une première expérience qui s'effectue dans le cadre du stage de spécialité de 5 mois qu'effectuent les élèves. Et durant cette période, chacun des élèves de l'INP se voit attribuer un sujet de recherche qui est défini par son maître de stage. Donc c'est un stage dans l'immense majorité des cas dans un musée national ou un musée territorial. Et ce sujet de recherche peut être très divers évidemment, mais il a pour objet central de conduire l'élève à décrire et à analyser un ensemble plus ou moins vaste d'objets et à porter une appréciation sur la valeur esthétique, historique ou anthropologique de cet ensemble. Et cet exercice fait l'objet d'un mémoire écrit qui est donc commencé pendant le stage mais qui se prolonge jusqu'à la fin de la scolarité, donc en réalité pratiquement la fin, donc c'est en réalité le reflet d'un an de travail entre la partie terrain et la partie rédaction du mémoire écrit. Et ce mémoire fait donc l'objet d'une évaluation par un correcteur spécialisé que nous désignons et ensuite d'une séance de restitution qui est encadrée par le correcteur spécialisé qui a corrigé évidemment et par la direction des études du département des conservateurs de l'INP. Je tiens à dire que ce travail me paraît absolument essentiel parce qu'il me paraît vraiment être au cœur, encore une fois, des compétences attendues d'un conservateur, j'allais dire par la collectivité nationale, c'est-à-dire sa capacité à se confronter à la matérialité finalement d'une collection et en évaluer l'intérêt. Et puis c'est aussi le moment d'une transmission entre pairs, puisque naturellement ce travail est encadré par des conservateurs, par des aînés plus âgés, et qu'il y a donc là évidemment la transmission de ce savoir-faire méthodologique indispensable à toute activité de recherche.
Évidemment, nos étudiants travaillent aussi sur la matérialité des collections dans d'autres exercices. Un certain nombre d'entre eux participent à des expositions, rédigent des notices pour des catalogues, etc., etc. Donc ça ne se résume pas à ce travail-là, mais ces autres travaux ne sont pas considérés comme obligatoires par l'école, même s'ils sont évidemment incités à aller dans cette voie. S'agissant donc de ma deuxième grande catégorie de la recherche effectuée dans le cadre universitaire, ce n'est pas un exercice en revanche obligatoire, même si, encore une fois, comme pour l'exemple précédent, l'INP incite ses étudiants à poursuivre de tels travaux, et notamment en faisant des points réguliers avec les élèves pour voir l'avancement de leur recherche universitaire. Sur la période 2011-2015 toujours, 20% des élèves de l'INP de la spécialité musée se sont inscrits en thèse de doctorat au moment de leur passage à l'école. Ce n'est donc pas une pratique systématique, même pour ceux dont le niveau de diplôme rendrait possible cette inscription. Je vous signale également qu'en 2014, afin de faciliter les parcours doctoraux des élèves de l'INP, l'INP a conclu avec l'Université de Paris 1 une convention qui permet à ses élèves, mais aussi aux conservateurs du patrimoine déjà en poste, d'effectuer des doctorats en formation continue. Et donc actuellement, il y a 8 personnes, des étudiants et des conservateurs en poste, qui se sont inscrits dans ce cursus. Ce qui apparaît quand on fait cette petite étude à laquelle je me suis livré, c'est qu'il y a aussi en réalité une différence de profil assez prononcée entre nos étudiants. Il y a des étudiants de la spécialité musée qui sont très investis dans la recherche universitaire et généralement l'inscription en doctorat, la production d'articles, la participation à des catalogues d'exposition se concentrent, j'allais dire, sur les mêmes individus. Et puis d'autres étudiants, je dirais, sont plus engagés dans la recherche appliquée aux collections et aux travaux que propose l'Institut national du patrimoine. Donc il y a une certaine différence, il y a une grande différence, et c'est aussi l'idée qu'il faut sans doute retenir, entre différents profils d'étudiants, y compris au sein d'une même spécialité. Alors, s'agissant enfin, et je terminerai avec ce troisième point, des perspectives d'avenir, donc l'INP compte s'engager à partir de la rentrée 2016 dans une réflexion sur sa place dans l'univers scientifique et de la recherche. Dans ce cadre, évidemment, la question du parcours scientifique des étudiants sera abordée. C'est un travail qui va donc être engagé, je ne présumerai pas de ses conclusions, mais il y a malgré tout 3, je dirais, postulats de base qui vont le fonder. Alors le premier est que je crois que, et ça ne vous surprendra pas au vu de ce que je disais précédemment, la recherche appliquée à une collection dans le cadre du stage de spécialité demeure absolument fondamentale. Et pour moi, il paraît absolument exclu de diminuer le niveau d'exigence qu'on peut attendre des étudiants lors de cet exercice. Dans une spécialité différente, j'ai moi-même fait il y a 20 ans cet exercice. Je suis archiviste de formation et c'est vraiment quand j'ai fait ce travail de spécialité que j'ai eu l'impression d'apprendre mon métier d'archiviste, mon métier de conservateur d'archives plus exactement, et véritablement de commencer à entrevoir une forme de maîtrise de la discipline. Je suis très prudent parce que c'est toujours un travail qu'il faut remettre sur le plancher, mais il y avait quand même une importance capitale de ce travail. Ce que nous devons sans doute arriver à faire, c'est à mieux définir, notamment avec les maîtres de stage, les conditions qui permettent à nos étudiants d'exprimer leur qualité scientifique dans le cadre du stage. Parce qu'il est vrai qu'un stage, vous le savez pour celles et ceux d'entre vous qui en ont fait, c'est toujours un dosage compliqué entre les attentes de l'institution d'accueil qui voit arriver un renfort, une force de travail, et c'est extrêmement légitime et normal, et puis ce que, évidemment, l'école projette comme compétences à acquérir au cours du stage. Généralement, les choses se passent bien, mais je crois qu'il nous appartient, en tout cas, et c'est une balle qui est dans la camp de l'INP, de bien préciser avec nos maîtres de stage le type de travaux que nous souhaitons pour que nos étudiants puissent exprimer et donner à évaluer leurs compétences scientifiques. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut laisser du temps à nos étudiants à l'INP pour faire des recherches
plus personnelles et des recherches notamment dans un cadre universitaire. Les étudiants bénéficient aujourd'hui d'une journée de recherche par semaine pendant les 18 mois. C'est un acquis des étudiants qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs où Alice et moi étions dans cette institution. Et je crois qu'il n'est pas question évidemment de remettre en question cet acquis. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin et est-ce qu'il faut, par exemple, systématiser l'inscription de nos élèves, lorsque leur niveau de diplomation le permet, en thèse de doctorat? Alors, il y aurait évidemment un intérêt scientifique à le faire et il y a aussi d'autres enjeux auxquels une école d'application doit être également sensible. D'une part, la loi qui prévoit aujourd'hui d'accroître, la loi française qui prévoit d'accroître le nombre de doctorants dans les fonctions de haute administration, et les fonctions de conservateur dans le secteur culturel et du patrimoine sont des fonctions de haute administration au sens juridique du terme. Et puis également, naturellement, l'impact positif de la détention d'un doctorat pour la mobilité internationale. Et j'y ajouterai, je ne l'avais pas prévu dans mon exposé, mais suite à l'intervention de monsieur le professeur, évidemment, la facilitation, je dirais, d'une certaine manière, du dialogue entre nos étudiants et le monde universitaire et les corps d'enseignants-chercheurs. Cependant, il me paraît qu'une orientation qui rendrait obligatoire une telle inscription serait sans doute excessive. Alors, d'une part, il y a un constat un peu pragmatique qui est que, comme aujourd'hui, seulement 20% de nos étudiants sont inscrits, il faudrait quand même franchir un pas extrêmement important. Alors, vous me direz, c'est ce qui s'est fait pour le baccalauréat dans le temps. On est passé de 20% à 80%, etc. Et puis peut-être un jour, ça sera 100%. Bon. Mais je pense quand même que cette situation, ce point d'où l'on part factuellement, est un point qu'il faut prendre en considération. Et puis surtout, je crois que la poursuite en doctorat, si dans l'immense majorité des cas, elle ne peut que nourrir en réalité le niveau d'expertise scientifique des conservateurs et d'une manière extrêmement positive, ce n'est pas une compétence, j'allais dire, sine qua non pour l'exercice du métier de conservateur, du moins dans le système français, où il y a effectivement cette dichotomie entre la formation universitaire et la formation par une école d'enseignement supérieur et une école d'application. Et ce parcours est évidemment une aide dans l'immense majorité des cas, mais il ne me paraît pas indispensable pour exercer de manière, je dirais, convenable et même de manière avec beaucoup de qualité le métier de conservateur. Il me semble donc que cette question doit être plutôt abordée au regard du profil individuel de chaque élève, en fonction bien sûr de son parcours scientifique antérieur, mais aussi de l'intérêt que peut avoir la détention du doctorat dans son projet de carrière. Et puis, pardon d'entrer dans des considérations un peu plus terre-à-terre, mais il faut aussi prendre en compte la compatibilité de la réalisation du doctorat, qui prendra nécessairement plus de temps que les 18 mois de scolarité, avec la réalité d'une vie professionnelle qui est de plus en plus exigeante et où les responsables d'institutions, qui sont les employeurs de conservateurs, et donc des interlocuteurs évidemment essentiels pour notre école, attendent de plus en plus un engagement total des conservateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, pourquoi ne pas le dire, il peut être aussi difficile pour un certain nombre de personnes de concilier des métiers de plus en plus exigeants avec la poursuite d'un travail universitaire, lui aussi tout aussi exigeant, et qui donc doit se faire nécessairement sur les temps de loisirs. Et puis le dernier point que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est le fait que, et c'est tout l'intérêt de la journée à laquelle nous participons aujourd'hui, et je remercie beaucoup les organisateurs et Alice notamment de m'avoir convié, c'est que je crois que pour faire évoluer la nature des travaux que nous demandons à nos étudiants, nous avons besoin d'entendre aussi ce qui se passe dans les musées, c'est-à-dire dans les lieux où ils travailleront demain. Je crois que ça a été très bien montré. La question de la recherche dans les musées n'est pas une réalité intangible. Elle évolue avec le temps, elle évolue avec l'évolution des musées eux-mêmes, avec le rapport avec le monde de la recherche. Elle évolue sous l'effet de toute une série de paramètres.
Et ce qui est important pour nous, c'est que les conservateurs qui vont sortir de l'Institut national du patrimoine, finalement, soient sensibilisés et même travaillent autant que possible sur des enjeux qui intéressent la manière dont la recherche se fait dans les musées aujourd'hui. Et donc je crois que là aussi, le professeur disait tout à l'heure que musées et universités étaient condamnés à travailler ensemble, mais que musées et écoles d'application sont aussi condamnés à travailler ensemble sous l'angle de la recherche pour vraiment percevoir la réalité des besoins. Je conclurai d'un mot en disant qu'en 2015, nous avons procédé à une réforme importante de la scolarité d'application des élèves conservateurs, qui a donné une importance plus grande qu'autrefois à la déontologie, au management et aux questions de communication. Donc cette réforme a été mise en œuvre pour la promotion 2016-2017, et je dois dire, en rougissant un peu, qu'elle fait quand même l'objet d'appréciations très positives, notamment de la part de notre conseil scientifique et des élèves eux-mêmes qui l'ont exprimé. Et en 2016, je souhaiterais que nous puissions nous engager dans le même processus, mais cette fois-ci en mettant au centre la question de la recherche, de la place de la recherche dans les travaux de nos étudiants, et que je remercie beaucoup encore une fois le musée d'Orsay d'organiser des journées telles que celle-ci, parce que ça ne peut contribuer qu'à nourrir notre réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, donc, pour cette intervention qui a permis d'éclairer de façon très précise donc, le cas français de cette école d'application. Je ne peux pas passer la parole, malheureusement, à Anne Solène Roland, qui est retenue par la réorganisation des collections au Louvre suite à la crue de la semaine dernière. Mais son absence est l'occasion pour moi de dire quelque chose que j'ai oublié de préciser en introduction, c'est que le musée d'Orsay a le projet d'organiser régulièrement ce type de journée d'études pour continuer le dialogue avec les autres institutions et pour également continuer à présenter les projets de recherche que nous faisons en notre sein.